Was the animator, the national animator of Grand Travaux for the Association of Territorial Engineers of France, the AITF. So he's going to talk about some of the work and I think relating to the project Furet. Okay, Monsieur. Thank you, Mr. Phillips, for introducing me. My English stop here. Et je vais faire ma présentation en français. Je vais aborder un sujet qui est un sujet orphelin en matière de voirie urbaine, c'est le sujet des tranchées. Je vais d'abord faire une présentation très rapide de ce que on peut imaginer qu'est la voirie urbaine, l'importance de ce patrimoine collectif. Et puis, on abordera un sujet qui est donc les tranchées, leur importance en matière d'influence sur le patrimoine et un démonstrateur, l'implantation d'un démonstrateur à Lille qui a été fait il y a maintenant 3 ans. Alors, première chose, la voirie urbaine, on parle beaucoup de routes ici. La voirie urbaine a une petite spécificité. J'aurais pu mettre une 3e photo. En fait, la route interurbaine, c'est une première complexité. L'ouvrage d'art, ici le viaduc de Millau, c'est une autre complexité. Et la ville, là c'est la photo de droite, c'est une complexité qui est faite d'une extrême multitude d'éléments simples mais qui s'entrechoquent. Définition tout à fait personnelle, mais qui est bien représentée par cette photo. La voirie urbaine, c'est aussi une autre caractéristique, c'est une évolution permanente et surtout une accélération de l'évolution récente, avec, par exemple, entre autres caractéristiques, une accélération de la sophistication de surface, avec une évolution de cette sophistication, certes, mais qui passe par des demandes très pressantes de nouveaux services. Alors ici, j'ai mis deux exemples, c'est les vélos partagés, on aurait pu parler de l'autopartage, qui ont des conséquences sur l'aménagement de la voirie. C'est aussi le sous-sol qui est concerné, avec l'implantation de l'utilisation du sous-sol pour implanter des choses ici, ce sont des poubelles à papier. Évidemment, qui dit sophistication de surface, dit aussi sophistication du sous-sol, et artificialisation croissante de ce sous-sol avec la présence de multiples réseaux. Peut-on parler encore de géotechnique quand on parle de sous-sol urbain, des infrastructures? Vraisemblablement, oui, mais il y a des endroits où on peut parler plus, oublier le sol et parler de fonte de plastique et de bien d'autres matériaux. L'autre particularité de ce patrimoine d'infrastructure urbaine, c'est que c'est un actif qui est complètement méconnu, il n'est pas comptabilisé réellement. Et il y a eu des essais de valorisation, un petit peu ici et là. En 2015, la métropole européenne de Lille a fait un essai de valorisation qui vaut ce qu'il vaut sur ces 2700 km de voirie. On est déjà à 2 milliards d'euros, ce qui n'est pas une mince somme. Une autre estimation a été faite sur la valeur à neuf des infrastructures de ce qu'on va appeler le bloc communal, c'est-à-dire les collectivités, l'ensemble des collectivités territoriales, villes, intercommunales et départementales, qui serait de l'ordre, là aussi c'est une valeur 2015, de 1750 milliards d'euros, valeur à neuf, mais évidemment ce n'est pas d'une fiabilité totale. Ce patrimoine, avec cette valeur inconnue, il est soumis à de très fortes pressions, de très fortes contraintes, notamment avec le changement des conditions météorologiques. On a des hivers dont les caractéristiques ont été modifiées, avec des cycles rapprochés de gel-dégel, beaucoup plus d'humidité dans certains endroits. On a aussi une agressivité du trafic qui a fortement augmenté, ce qui n'était pas le cas il y a 20 ans. Et on a un phénomène de canalisation du trafic et des trafics lourds qui donne, sur la photo de gauche on le voit assez nettement, qui donne des résultats assez dramatiques
Là, c'est un tapis qui a été réalisé 2 ans plus tôt, cette photo est déjà ancienne, mais le tapis avait été réalisé 1 an ou 2 ans plus tôt, et il était déjà, au niveau de la canalisation du trafic et de l'îlot central, extrêmement perturbé. Bon, si on résume rapidement, on a un certain nombre de caractéristiques, de mutations, développement des transports en commun et de leur agressivité, une canalisation des trafics de plus en plus importante, de plus en plus demandée, et des agressions par les ouvertures de tranchées qui se développent de manière, je ne vais pas dire exponentielle, mais importante. Alors, ce problème des tranchées, aujourd'hui, je vous l'ai dit, c'est un problème relativement orphelin. Bien qu'on ouvre énormément de tranchées dans le sous-sol urbain, aujourd'hui, on n'a pas d'approche réellement, je vais dire scientifique, le mot est peut-être un peu fort, mais on n'a que des approches empiriques pour essayer de quantifier cette dégradation potentielle. Alors ça, c'est sur un patrimoine évidemment important, un patrimoine de réseau cette fois. On pense qu'on a autour de 4 millions de kilomètres de réseau dans les sous-sols urbains français, et il y aurait à peu près, il y aurait une fourchette de 5 à 10 millions de chantiers d'intervention sur ces réseaux, sur le sous-sol urbain de la voirie en France. À Lille et à Lyon, un essai de quantification, à Paris également d'ailleurs, les chiffres sont à peu près du même ordre, entre 12, 15, 18 000 ouvertures par an. Alors ça se visualise, voilà une photo d'un quartier d'une ville moyenne du nord de la France, 50 000 habitants à peu près. Ce sont tous les chantiers qui ont été clôturés sur une année. Il y a 3 ans, c'est 2015 aussi, je crois. Donc vous voyez, c'est une agression extrêmement importante. Et alors, une tranchée sur une chaussée a les conséquences. La courbe en rouge, qui est ici, représente l'état de la chaussée, l'état de service de la chaussée s'il n'y a pas d'intervention, on va dire sur une route interurbaine. Et l'effet d'une tranchée, le voilà, sur la durée de vie de la chaussée. On pense aujourd'hui qu'il y a une perte de 20, 25, 30% de la durée de vie de la chaussée. Mais c'est évidemment sucer du pouce. Alors, plus simpliste encore, on s'aperçoit sur ce graphique que l'espérance de vie de la chaussée est fortement dégradée à partir du moment où la tranchée intervient au jeune âge de la chaussée. Donc ça, on voulait essayer de le déterminer. On passe évidemment sur la perception que tout le monde a ici, qu'une tranchée c'est toujours une catastrophe pour les conditions de vie locales. En plus, bon, certes ce sont des plaies sur la voirie, mais on a souvent des réflexions qui sont mal faites, voire très mal faites. Ça vaudrait aussi le coup d'une intervention, parce qu'on a vraiment des progrès à faire, et c'est ce qu'on va chercher à faire d'ailleurs dans le futur. Et un effet sur la durée de vie qui est, on peut dire, pas du tout étudié. Alors, il a été décidé à Lille, la métropole européenne de Lille, de lancer un démonstrateur dans le prolongement du projet de recherche Furet, qui a déjà quelques années maintenant, et qui visait à explorer toutes les facettes des chantiers urbains. Dans le prolongement de ce projet de recherche, on a décidé de mesurer l'impact d'une tranchée parfaite, je dis bien parfaite, sur la durée de vie d'une chaussée. Et on s'est groupé à 3, la métropole européenne de Lille, la société Eurovia et l'université de Lille 1. Alors, pour démarrer cette étude, on a quand même fait une recherche bibliographique. On a retrouvé pratiquement rien, ou pas grand-chose. Notre recherche ne s'est peut-être pas forcément appuyée sur tous les pays, mais on a trouvé principalement aux USA et au Canada des approches qui sont plus empiriques que scientifiques et qui donnent à peu près les mêmes résultats que ce que nous, on pense intuitivement, c'est qu'une tranchée correctement refaite réduit la durée de vie de la chaussée concernée d'à peu près 30%.
Bon, il restait un peu à le vérifier. Ce qu'on a tenté de faire, ce qu'on va tenter de faire, parce que tout n'est pas fini, je ne parle que d'une première étape, là, bien évidemment. Alors, on a décidé de faire un démonstrateur à l'université de Lille, Villeneuve-d'Ascq, sur un morceau de chaussée qui était extrêmement dégradé, très canalisé, où on avait un passage de 300 bus par jour et qui était suffisamment dégagé pour qu'on puisse installer nos équipements. Alors, on a fait un plan d'implantation d'une centaine de capteurs, capteurs de pression, tassomètre, capteurs d'humidité, fibre optique et j'en passe, donc plus de 100 capteurs. Et on a procédé de la manière suivante, on a reconstruit complètement les 50 mètres de voie qui étaient totalement dégradés, donc remise à neuf totale, avec un chantier classique, hein, dans lequel on a implanté une première série de capteurs qui correspondaient à la vie et à l'évolution de la vie de cette chaussée classique. Chantier classique, donc couche de roulement. Et dans la foulée, alors évidemment c'est ce qui tord un petit peu la valeur de l'expérience, mais on n'avait pas tellement le choix compte tenu du process de recherche qu'on avait posé. Dans la foulée, on a ouvert une tranchée qu'on a également équipée de capteurs équivalents, ce qui nous a permis de faire des comparatifs. Hein. Une tranchée qui était évidemment en cohérence avec la chaussée environnante. Alors, premier constat, là on est un petit 3 ans après les travaux. Premier constat, on a eu pas mal de chance. Une grande majorité des capteurs a survécu à la mise en place, ce qui n'est pas très évident, parce qu'on a quand même des matériaux qui sont, pour certains, enfin, extrêmement chauds. C'est déjà une problématique. Et puis, toutes les contraintes de chantier, bien évidemment. On a évidemment fait les choses de manière absolument idéale, aussi bien sur la réfection de chaussée que sur la réfection de la tranchée. On voulait vraiment avoir une tranchée de type expérience zéro. Hein. Et derrière, on a cherché à récupérer toutes les données numériques issues des différents capteurs de déformation, température, hygrométrie, pression, traçomètre, etc. On a également implanté 2 lignes de fibre optique. Et en complément, on a décidé de faire des campagnes de déflexion régulières pour pouvoir vraiment étalonner à 100% notre affaire. Alors, donc, l'exploitation des données numériques a été intéressante sur on va dire sur les premiers mois. Malheureusement, beaucoup de capteurs sont sensibles, ont une durée de vie, on va dire, relativement faible pour le moment. C'est en train de s'améliorer vraisemblablement, mais on n'a pas pu, pour certains capteurs, dépasser le cap des 8-12 mois, ce qui est notamment les capteurs de pression, ce qui est évidemment un petit peu handicapant. Évidemment, je dis tout. Hein. Le bilan final sur lequel je vais m'arrêter, on a vraiment, je le redis, fait une tranchée qui est une tranchée tellement idéale qu'elle est impossible dans la réalité. Mais on voulait absolument asseoir un niveau zéro de notre étude. Et le constat qu'on a, on n'a pratiquement pas d'impact au jeune âge, c'est-à-dire dans les 2-3 premières années, pour des températures moyennes. On commence à voir des évolutions de déflexion quand les températures sont élevées. En plein été, par exemple, on voit un différentiel de déflexion. Ça, c'est un constat que pour le moment on n'explique pas très bien. Alors toujours bilan à 3 ans, nous avions fait une petite réintervention parce qu'il nous manquait quelques liaisons câblées entre les capteurs et le système de récupération des données. Et on ne l'a pas fait exprès, mais cette réflexion de chaussée a été faite de manière très ordinaire. Voilà ce que ça donne au bout de 3 ans. On paye l'addition. On paye vraiment l'addition.
Quand je dis 3 ans, c'est peut-être même moins de ça, 2 ans et demi. Donc, toute baisse de la qualité de réflexion, c'est évident, se paye cash. Alors, je vais finir là-dessus. Là, j'ai présenté ce qui est un très modeste début. On a défini un cadre méthodologique pour aller plus loin. Le point zéro a été établi. Il n'est pas complètement terminé. D'ailleurs, on continue à faire des mesures, à récupérer des données, fibre optique et déflexion, évidemment, parce qu'il y a des choses qui bougent quand même. Et maintenant, il faudrait reproduire des expérimentations identiques dans des conditions expérimentales qui soient extrêmement variées, d'environnement, de climat, d'humidité, évidemment, de matériaux, de trafic et sans doute et certainement de qualité de réflexion aussi, de qualité de compactage notamment. On a vraiment un très grand champ de progrès à explorer. Pour donner une indication, le budget de notre expérimentation n'est pas considérable, mais il faut quand même l'avoir, partagé entre les deux partenaires publics et privés. Je veux dire, c'est de l'ordre de 200 000 euros. C'est un ordre de grandeur. Les salaires ne sont pas inclus là-dedans, évidemment. Et voilà, je vais terminer là-dessus. Nécessité, je crois, je suis sûr, je l'appelle, de lancer un programme d'expérimentation, parce que derrière, au niveau des infrastructures françaises, une réussite amènerait certainement des gains de plusieurs centaines de millions, pour ne pas dire de milliards par an, si on arrivait à résoudre complètement le problème de la qualité des réfections de tranchées. Et alors, un groupe de travail dédié, pourquoi pas, s'il y a des clients, et puis c'est certainement une action à intégrer au projet de recherche qui sera présenté là dans quelques minutes, durée de vie des chaussées. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci, Monsieur Burrier. J'aime bien le tranché parfait. Wow. Okay, questions for Monsieur Burrier on his trenches. Very important topic. Yes, Monsieur. En termes de tranchées, bon Guy, je peux te tutoyer, on est collègues. En termes de tranchées, est-ce qu'il existe des variations importantes entre les tranchées réalisées traditionnellement, c'est-à-dire au tractopelle ou à la pelle, et les tranchées mécanisées effectuées avec les machines de havage mécanique et remplissage bien souvent avec des matériaux soi-disant stables, style agrégat béton et autres? Est-ce qu'on a des expériences ou tout au moins des retours sur la qualité de durée de vie? Alors, il y a certainement des différences. Le problème, comme je l'ai laissé entendre ici, c'est qu'on n'a aucun moyen d'étude, aucun moyen de consolidation de toutes les données qui peuvent exister partout sur le territoire français, puisqu'il n'y a pas de réseau constitué de partage, à part l'IDRIM, mais l'IDRIM qui a quand même beaucoup de chats à fouetter à l'heure actuelle, l'Institut des routes et des rues. Et c'est certainement pas une de ses priorités. Je le disais, les tranchées, c'est quand même un problème orphelin en France. Ok. Merci, Monsieur Burrier. Merci. Nous sommes un peu pressés. So, our next speaker is Loes Aerts. Loes, if you'd like to come to the stage. Loes comes from Rijkswaterstaat, which is the Dutch agency for road and water management, part of the Ministry of Infrastructure and Water Management.